Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 5 de la saison 2 de The Last of Us, qui comme toujours a une production de très bonne qualité, ça je le répète à chaque fois, c'est vrai que même la cohérence par rapport aux jeux vidéo est quand même très prenante, c'est presque ça qui fait tenir en grande partie je pense, en tout cas dans mon cas, par rapport à la série, c'est vraiment cette nostalgie du jeu vidéo si je puis dire, et autre chose aussi que je dis malheureusement très souvent, c'est que surtout dans cette saison 2, ce qui pêche, c'est principalement le rythme et surtout même l'écriture. Voilà, donc mais pas d'inquiétude, on va détailler tout ça dans la vidéo. Évidemment, avant de continuer, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On n'est plus qu'à 400 abonnés de l'objectif des 5000 et il nous reste à peu près un mois et demi, donc on est sur la bonne voie. Voilà, et puis un petit like si la vidéo vous plaît évidemment. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, un peu votre bilan de la saison. Là, il nous reste que 2 épisodes, donc c'est bientôt le moment de faire un vrai bilan. Donc voilà. Et sur ce, on est parti. Et déjà, avant de commencer, cet épisode au final m'a fait penser à une question un peu existentielle dont on a déjà parlé sur la chaîne, voilà, mais c'est est-ce que en vrai, ce qu'a fait Joel à la fin de la saison 1, déjà même Neil Druckmann explique qu'il aurait plus ou moins fait pareil, ce qui est d'ailleurs étonnant par rapport à la narration notamment de la première saison, c'est qu'il aurait fait en gros le même choix que Joel. Mais en même temps, je me dis là avec l'histoire de il a tué la seule personne qui pouvait fabriquer un vaccin, tout ça, est-ce que en vrai, faire un vaccin ça aurait été suffisant pour sauver l'humanité, sauver le monde, parce qu'au final, même en étant immunisé, les infectés sont tellement nombreux et tellement violents, c'est que même s'ils te contaminent pas, ils vont quand même te buter. Donc ça n'empêche que ça aurait été du 1 contre 1000 pour sauver l'humanité concrètement. Donc en vrai, est-ce que cette histoire de vaccin aurait réellement changé la donne et réellement sauvé l'humanité? Ne serait-ce que pour le diffuser, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Donc dites-moi pareil à ce niveau-là, ce que vous en pensez sur ce sujet-là. Et on attaque donc l'épisode, qui commence d'ailleurs par une intro que j'ai trouvé un poil longue pour ce qu'elle racontait, mais en même temps, pourquoi pas, avec donc à l'hôpital où on a la mise en place de l'intrigue des sports. Enfin, il était temps, parce que j'avoue que c'est un élément quand même vachement intéressant de l'univers. Et donc on a cette femme qui était la première chef des Wolves, mais qui maintenant est la numéro 2 apparemment après Isaac, qui discute avec le sergent Park, donc une coréenne, qui serait en charge de la sécurité de l'hôpital, qui explique qu'il y a eu un incident au 2e sous-sol, qu'elle a envoyé des gens, dont son fils Léon, qui était son meilleur soldat, pour enquêter, pour nettoyer le sous-sol, mais qu'il y avait des spores et que du coup ils se sont retrouvés enfermés là-dedans, contaminés, et donc ils ont condamné le 2e sous-sol. Ok, sur ça, très bien, ça implique déjà le spectateur entre guillemets dans cette histoire de sport et tout ça, mais par contre pourquoi avoir fait ça avec de nouveaux personnages en fait, parce que le sergent Park, je suis pas convaincu qu'on la revoie, je suis pas convaincu qu'elle ait un réel intérêt dans le scénario, même déjà la numéro 2, là, la meuf dont je connais pas le nom, je crois pas qu'on le connaisse, qui est un peu la sous-chef des Wolves et tout. Quel est vraiment l'intérêt, si ce n'est juste encore une fois pour nous montrer que cette société elle est aussi dirigée par des femmes et pas uniquement par Isaac? Parce que pourquoi ne pas avoir mis Nora par exemple à la place de Park? Pourquoi ne pas avoir mis Nora? Ça aurait permis au personnage d'être encore un peu plus développé, on aurait pu justement voir son côté un peu froid, un peu calculateur, montrer par exemple sa culpabilité par rapport au fait d'avoir sacrifié des soldats, même sans le côté c'est mon fils et tout, qui tombe un peu à plat je trouve aussi. Donc ouais, pourquoi ne pas avoir utilisé Tati Daniel, n'importe quoi, rêve de vieux, Tati Gabrielle, puisque justement elle est là, en plus c'est une bonne copine d'Neil Druckmann apparemment, puisqu'elle va bosser sur son prochain projet de jeu vidéo et tout, donc pourquoi ne pas l'avoir mis plus en avant elle, et avoir créé un autre personnage? J'ai pas trop compris l'intérêt, peut-être qu'on la reverra, allez savoir. Et aussi ça nous confirme que donc cette femme, la vieille, hein, n'est pas, comme j'aurais pu l'imaginer dans l'épisode précédent, la chef des Scars, la prophétesse, puisqu'on a notamment une scène où on voit des cadavres de Scars et une peinture sur un mur, et on voit le portrait, qui elle est encore plus vieille pour le coup, et qui est donc la prophétesse. Donc en fait cette femme-là, elle a été introduite, on sait pas encore non plus trop pourquoi. Donc 2 personnages dont je vois pas trop la finalité, même si elle avait un intérêt au moment de la trahison d'Isaac quand il rejoint les Wolves, mais là, pas vraiment sûr de l'intérêt quoi. Bref, et donc après ça, on arrive enfin à nouveau sur Ellie et Dina qui sont dans le théâtre, donc on est au début du jour 2
d'où le titre de l'épisode, même si je trouve que les jours passent très très vite. Et on a donc une préparation, on voit Dina qui essaye de localiser les signaux radio des Wolves pour localiser l'hôpital et tout. Bon, après un hôpital, c'est un hôpital, donc ça bouge pas, c'est sur une carte. Mais il y a aussi quand même le côté qui justifie, entre guillemets, c'est localiser les patrouilles, savoir où passer, avec justement le coup du bâtiment infecté et tout, machin. Donc pourquoi pas. Mais surtout, ce que ça met en avant à ce moment-là, c'est que vraiment, Ellie, c'est juste une grosse bourrine à moitié débile, qui sait pas réfléchir, qui a zéro culture, qui est jamais allée à l'école. On a même, par exemple, quand elle parle des Amish, bon, encore ça peut se comprendre qu'elle connaisse pas, parce qu'en même temps, voilà, elle a grandi toujours dans l'apocalypse, mais Dina, elle, est au courant, même ne serait-ce que faire des calculs et tout. Enfin bref, à croire qu'on lui a vraiment jamais rien appris et que surtout elle a jamais rien voulu apprendre. Déjà, ça on avait eu un peu l'aperçu quand on la voyait dans l'école de la Fedra, quand elle était petite avec Riley. Mais c'est vrai que ça, je trouve que ça renforce encore une fois le côté grosse débile, grosse bourrine de Ellie. Surtout que son jeu, j'avoue, hein, j'ai passé 4 épisodes à la défendre en disant que c'était pas non plus catastrophique et tout. Là, clairement, ça devient un peu compliqué. Comme par exemple, quand on la voit tirer avec son arme, elle se prend encore pour une rappeuse à tirer avec la main penchée, sans viser, en tirant à l'arrache et tout. C'était cohérent quand elle était petite, qu'elle avait 14 ans, qu'elle avait jamais été vraiment entraînée, alors que même, normalement, je crois qu'ils sont censés l'être un petit peu au moins dans l'école de la Fedra et tout. Ça avait du sens. Alors que là, elle a bientôt 20 ans, elle a un background, une expérience en termes d'élimination, d'infectés, machin, tout ça. Elle a forcément eu un minimum d'entraînement aussi, que ce soit avec Joel, avec Tommy, j'en sais rien, avec Jessie, comme quand elle apprend à se battre à main nue et tout. Mais non, elle se tire n'importe comment, sans viser. Enfin bref, c'est toujours un peu bordélique. Et en plus, c'est même pas prenant en termes de jeu, donc c'est vrai que c'est compliqué. Heureusement, encore une fois, que Isabella Merced, donc alias Dina, est présente dans la série, parce que sinon je trouve que là clairement on n'en aurait déjà plus rien à faire d'Ellie, et ça c'est un peu frustrant, je trouve, surtout quand on connaît le personnage dans sa version originale, entre guillemets. Et donc ça rejoint en même temps ce que je disais il y a déjà 2 ans lors de la première saison, c'est que, et je trouve que là ça confirme vraiment de plus en plus, je l'avais pré-shot au final, c'est que Neil Druckmann, il écrit le nouveau personnage d'Ellie comme quelqu'un qu'on n'est pas censé apprécier plus que ça, pour justement mettre l'emphase après, je pense, j'en suis maintenant de plus en plus convaincu, sur Abby. Heureusement, comme je le disais, il y a Dina qui reste très attachante et tout, et en plus elle a encore un peu plus de background dans cet épisode et tout, mais je pense que vraiment là ils essayent de faire en sorte que juste Ellie, on n'en ait plus rien à faire, et que Abby vienne au centre de l'intrigue et de nos cœurs. Donc ça, j'ai trouvé ça encore une fois très frustrant, mais bon, bref. Et donc on a donc les filles qui sont en train de se préparer à leur assaut dans le théâtre, machin. On a la petite scène de la guitare qui est sympa, pareil, encore une fois une ref au jeu vidéo qui est très sympa, sur la scène avec derrière laquelle il va se passer une petite dinguerie bientôt. Je pense que ça n'arrivera peut-être pas, et encore si, il me semble qu'on a vu des images dans le trailer, donc ça va probablement se finir là-dessus. Donc au final ils ont quand même plus ou moins respecté la structure du jeu, à savoir on se concentre d'abord sur Ellie et après sur Abby, probablement du coup en saison 2, ce qui fait que ça rejoint encore une fois le côté, là on essaye de se débarrasser d'Ellie, genre c'est bon, vous l'avez détesté dans la saison 2, ben voilà, maintenant vous allez avoir Abby dans la saison 3 et vous allez kiffer parce que Abby elle est trop géniale, trop forte, trop jolie, trop tout ce que vous voulez quoi. Même si, je le redis, mais elle manque un peu de muscle et ça risque d'être compliqué quand on va la voir tabasser à main nue des infectés. Ça risque de pas être trop cohérent, donc à mon avis ça ils vont le changer aussi au niveau du script, du scénario quoi. Et donc elles finissent par partir donc pour aller jusqu'à l'hôpital en passant par ce bâtiment qu'elle a détecté qui est infecté, enfin envahi d'infectés, et dans lequel il n'y a pas trop de surveillance. Comme elle dit, certes ils sont débiles à parler dans leur talkie-walkie parce que effectivement, ça Ellie l'a très bien compris, quoique non, c'est Dina aussi qui le dit, mais c'est que les Scars ils n'utilisent pas la technologie, donc ils n'écoutent pas dans les talkies, mais elles écoutent, et donc voilà, on a toutes les infos, machin, et mais malgré tout, malgré leur avantage stratégique entre guillemets de savoir où ils sont, comme elle dit, c'est hyper imprudent, on n'est que 2.
Donc clairement ça rééquilibre un peu les chances, surtout que sur les deux il y en a qu'une qui a un cerveau, donc certes il y en a une qui est immunisée, mais l'autre elle a un cerveau, donc ça équilibre un petit peu. Et surtout ce qui change encore une fois là, mais qui reste très intéressant parce que sinon on se serait vraiment ennuyé je pense, c'est que Dina elle part avec Ellie ce coup-ci, elle reste pas au théâtre en sécurité vu qu'elle est enceinte, tout ça. D'ailleurs Ellie lui propose de rentrer et tout, finalement Dina la convainc de l'accompagner, mais c'est vrai que encore une fois là ça fait 2, peut-être même 3 épisodes où on sait presque plus, enfin l'objectif final d'Ellie, à savoir buter Abby et se venger, il est vraiment passé au second plan. On est vraiment sur un road trip entre amoureuses qui se racontent un peu leurs histoires et tout, et c'est vrai que le côté colère viscérale qui la bouffe de l'intérieur et tout ça, on l'a complètement zappé. Ce qui était quand même le fondamental, s'il y avait un sujet à retirer de The Last of Us partie 2, surtout concernant Ellie, bah c'était ça, c'était la colère qui te bouffe, qui te détruit de l'intérieur, qui te transforme presque en le monstre que tu veux combattre. Et là, bah, on s'en fout, c'est complètement passé à là, c'est tout. Heureusement, on a une petite réminiscence à la toute fin, et encore, je trouve que ça a été assez mal, malheureusement, exécuté. Mais bon, voilà. On a notamment, donc, pendant ce petit voyage, donc, comme je disais, les Scars qui sont morts entassés avec la peinture. Et surtout, à ce moment-là, on a Dina qui fait une petite nausée, machin. Jusque-là, ça fonctionne, ça justifie aussi le fait qu'Ellie s'inquiète un petit peu pour elle. Ça c'est cool aussi, de montrer un petit peu d'empathie, même si voilà, on a eu le droit du je t'aime, de tout ça, donc ça construit. C'est sûr que au niveau de la construction de leur relation, la saison fonctionne très bien, mais pour le reste c'est un peu compliqué. Et donc Dina raconte notamment, donc ça c'est cool parce qu'on a encore un peu plus de profondeur, même si l'histoire elle est pas non plus transcendante, de elle quand elle avait 8 ans dans je sais plus quel état elle parle, où elle vivait avec sa mère et sa sœur, et qu'un jour où elle a fait le mur entre guillemets, et bien, comme par hasard c'est ce jour-là que sa mère et sa sœur se sont fait tuer par un pillard machin. Après, il faut nuancer parce que comme sa mère c'était une homophobe un peu arriérée, du coup c'est presque pas grave qu'elle soit morte, même si en vrai Dina est certes très touchée, elle explique que notamment elle l'aurait poursuivi, machin tout ça, si ça s'était passé un peu de la même manière que ce qu'elle a vécu avec Joël, donc ça fait encore une fois écho avec le traumatisme de la mort de Joël, donc ça c'est cool. Ça renforce aussi son côté un peu badass en mode non, elle est jusqu'au boutiste, c'est pas parce que c'est une petite meuf mignonne et intelligente qu'elle est pas prête à plonger à fond dans la violence et dans la vengeance et tout, donc pourquoi pas. Mais surtout quand même ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir à quel point à présent dans cette version là à nouveau de l'histoire du personnage, elle est impliquée dans la mort de Joël, donc ça c'est vraiment cool, ça renforce encore l'implication, parce que comme je disais, Ellie, presque on a l'impression qu'elle est plus là pour passer du temps avec sa nouvelle meuf que pour vraiment accomplir sa vengeance, donc bref, voilà. Et ensuite on a une séquence assez sympa donc de l'immeuble, de l'espèce d'entrepôt rempli de rôdeurs, les infectés intelligents comme elles disent, donc c'est très vite la panique, la tension monte un peu dans la manière dont on les montre, demi-ombre, lumière, machin et tout, ça fonctionne plutôt pas mal. Le plan est un peu bordélique certes, mais il fonctionne, mais surtout il fonctionne parce que comme je disais, elle tire dans tous les coins, un peu n'importe comment, du coup elle est presque à se faire bouffer Ellie et tout. Et heureusement, on a Jessie qui arrive à la rescousse, enfin, il était temps, qui du coup leur sauve la mise vraiment in extremis en éliminant et en faisant fuir les derniers rôdeurs qui les avaient attaqués et tout ça, donc jusque là ça fonctionne pas mal, même la petite mise en scène en mode il est flou, on sait pas qui c'est, puis d'un coup il lui prend la main et oh Jessie. Bon, nous on savait tous ceux qui avaient joué aux jeux vidéo, mais pour les autres j'avoue que la surprise je pense était plutôt intéressante, même s'il y a dû avoir pas mal de mais qu'est-ce qu'il fout là? Très vite, il explique qu'est-ce qu'il fout là, il les a suivis, il a trouvé au théâtre la carte, machin, en plus petit tacle à nouveau sur Ellie qui est une bouffonne débile et il savait d'avance que c'était pas elle qui avait fait les calculs et tout, ok, on a compris, mais par contre comment il a trouvé le théâtre, ça on nous le dit pas, même Ellie lui pose la question et lui justement il trouve une petite pirouette en mode tu crois que c'est le moment d'en parler et tout comme ça, ben, on saura jamais comment il a trouvé le théâtre, donc why not, même si voilà. C'est un peu facile, je trouve, et encore une fois, il y a cette modification du fait qu'il est venu avec Tommy et non pas l'inverse. Normalement, c'est Tommy qui part en premier, les filles qui partent à sa poursuite parce que elles veulent, entre guillemets, lui couper l'herbe sous le pied, accomplir la vengeance et retrouver Tommy surtout, qui va se mettre en danger, qui est prêt à se sacrifier pour pas que Ellie ait à se sacrifier elle en accomplissant sa vengeance. Et Jessie les suit parce qu'il sait qu'elles sont parties et du coup, voilà, on a un peu cette étape-là. Là, ça a changé. Et ce qui est quand même intéressant à noter aussi par rapport à l'arrivée de Jessie, tout ça, c'est que les filles décident de mentir à Jessie concernant l'immunité d'Ellie. Certes, c'est peut-être pour reporter la conversation et parce que c'est pas forcément le bon moment de lui montrer toutes les morsures et de dire mais non, t'inquiète pas, elle va pas se faire
transformée, elle est immunisée, nanani, il va pas la croire, ça va durer des plombes et tout. Il faut s'enfuir, il y a peut-être un peu de ça, mais il y a quand même cette notion de cacher la vérité, de mentir entre guillemets à Jessie et de garder le secret que Joel justement a voulu garder pendant tant d'années. Donc ça reste intéressant, j'attends de voir ce que ça va donner en termes de développement, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais du coup je sens que la rencontre avec Tommy va être plutôt épique, j'imagine, vu la manière dont on le rencontre dans le jeu vidéo, et vu comment c'est construit au final, ça va peut-être fonctionner, ça va peut-être aussi permettre de décaler certains événements dans la chronologie. Donc jusque là pas trop de soucis. Dans leur fuite donc, à tous les trois, Jessie, Dina et Ellie, ils arrivent dans un parc. Et il se trouve que c'est un parc dans lequel les Wolves ne rentrent pas, puisque on a le petit doute de Ellie qui croit que c'est parce qu'il y a des infectés. En fait, non, c'est parce que c'est le territoire des Scars. Donc là, c'est pas mal. On a cette scène assez typique aussi que ce soit dans l'iconographie ou même dans l'écriture par rapport aux Scars, qui sont vraiment des fanatiques un peu trash, parce que là, ils y vont carrément à l'éventrement, en plus de la pendaison et tout. Donc pourquoi pas, ça fonctionne à nouveau pas mal. On a même ces petits sifflements qui, comme je disais, il y a 2 épisodes... réveille un peu des traumas avec ces flèches volantes et tout, et il se trouve que justement on a à peu près cette scène de justement la première flèche qui fait que là on a vraiment la menace des Scars qui apparaît vraiment aux yeux de Ellie et compagnie, parce que normalement Ellie est toute seule, mais là comme elle est avec les autres, c'est finalement Dina qui se prend une flèche dans la jambe, donc ça va aussi justifier, déjà ça justifie leur séparation à ce moment là de l'intrigue, et ça va surtout justifier le fait que Dina elle va finir par rester au théâtre pendant que c'est Ellie, aidée par moment en tout cas de Jessie et par moment de Tommy, qui va vraiment rentrer dans l'art pour faire un peu ses dingueries, voilà, pour pas spoiler pour ceux qui sont pas joueurs. Évidemment, au moment où il y a donc cette flèche, la séparation, machin, que Ellie elle attire un peu les Wolves à elle pendant que Jessie exfiltre Dina, il y a, ça on le savait déjà, mais c'est bien de remettre un petit coup dessus, la confusion du fait que les Scars la prennent pour une Wolf. Ça permettra de, entre guillemets, envenimer la guerre, même si les Wolves, eux, sont conscients que ce ne sont pas des Scars, vu qu'ils utilisent des armes à feu et qu'ils n'ont pas le look non plus de Scars. Mais voilà, ça va un peu renforcer le truc. Et donc, ils se sont tous séparés, Ellie est toute seule, là, elle arrive à l'hôpital, on a une petite scène très sympa aussi avec les hautes herbes. Alors moi, forcément, ça me fait penser au Monde Perdu, hein, depuis 1997, dès que je vois des hautes herbes qui bougent, je pense à ce film. Et on a même l'histoire du chien, tout ça, donc ça c'est bien d'introduire ça, même si encore une fois ça n'a pas encore, on va dire, beaucoup d'intérêt dans l'intrigue globale, mais c'est sympa de le montrer, ça rappelle toujours un peu, comme je disais, la nostalgie du jeu vidéo. Et donc le maître du chien croit que c'est juste une bestiole et tout, parce qu'il y a juste un tout petit trou dans lequel apparemment quelque chose serait passé. Il se trouve que c'est Ellie, une micro-meuf, donc elle passe dans des tout petits trous comme ça et tout. Et on en arrive enfin à la scène tant attendue, enfin une des scènes tant attendues de Nora, versus Ellie. Donc le côté qu'elle sort de l'ombre, Ellie, ça marche plutôt pas mal avec Nora, donc la gentille Nora qui soigne les autres, tout ça. Très vite, quand Ellie la confronte, Nora au début elle nous parle de son côté traumatisé, donc ça j'ai trouvé ça intéressant de montrer que voilà, malgré tout, eux aussi ils prennent cher en termes de conscience, de mauvaise conscience surtout par rapport à, elle explique qu'elle fait des cauchemars, qu'elle revoit, elle entend les cris de Joel, qu'elle revoit la scène et tout. Sauf que très vite en fait on se rend compte que c'est pas vrai et que Joel en vérité comme elle dit, il a eu ce qu'il méritait et elle repasse en mode entre guillemets antagoniste. Donc ça c'est dommage je trouve de ne pas avoir vraiment insisté là-dessus, même si on a à nouveau une petite couche après. Elle balance de la javel dans les yeux d'Ellie qui bronche pas plus que ça, donc elle est vraiment immunisée contre tout, décidément. Et ensuite on a la fameuse course-poursuite qui pour le coup est assez intéressante, elle est cohérente, en plus on a Nora qui appelle les autres soldats pour tirer dans le tas, bon Ellie encore une fois elle évite les balles, tout ça, puis le coup de l'ascenseur, j'ai trouvé ça c'était sympa, pareil c'était un changement mineur, mais j'ai trouvé ça sympa le fait que ce soit Nora qui entre guillemets se condamne elle-même à tomber dans les sports et non pas comme ça se passe dans le jeu vidéo où c'est plus dans la lutte, machin, boum, on glisse, on se retrouve au milieu des sports. La scène, du coup, était vraiment sympa. En termes de production design et tout, les sports sur les murs, ça fonctionne trop bien. On a donc les soldats dont il parlait dans l'intro, avec notamment le jeune Léon, qui sont, entre guillemets, fixés au mur et tout ça. Donc ça fonctionne vraiment bien. Tous les champignons sur les murs, tout ça, les sports dans l'air, ça marche vraiment bien. J'ai trouvé hyper aussi intéressant qu'ils aient mis l'accent sur le fait que c'est en fait le champignon qui utilise les corps humains comme une espèce d'incubateur pour les spores, et les spores sortent des poumons, donc sortent quand les humains respirent, les spores sortent de leurs poumons et tout, donc ça j'ai trouvé que la mécanique était intéressante pour enrichir encore une fois le lore et tout ça.
surtout d'avoir vraiment mis l'accent là-dessus. Et finalement, Ellie trouve Nora. Juste avant, elle allume la lumière qui est rouge. Donc à nouveau, c'est une symbolique assez importante, même si elle est un peu gâchée, je trouve, encore une fois, par la mise en scène et l'écriture surtout de cette fin d'épisode. Et donc, elle trouve Nora qui est en train de suffoquer parce qu'elle a respiré les spores. À noter quand même que quand elle parle, elle arrive à respirer, mais dès que voilà, elle s'étouffe. Donc pareil, petite pirouette scénaristique pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle dit et que ça dure pas 3 quarts d'heure avec 2 respirations entre chaque mot. Mais voilà. Et donc Ellie, là, pour le coup, pendant 1 minute 30, je l'ai trouvé grave badass, j'avoue. Quand Nora notamment lui dit t'es trop conne, tu t'es condamné, tu vois pas qu'on respire des spores, tu vas mourir. Et que l'autre elle lui fait ah ouais, tu crois? Ça, j'ai trouvé ça stylé. On a vraiment en plus ce côté un peu contre-plongé qui montre Ellie un peu toute puissante, comme justement là au niveau mise en scène, on est très très proche de ce qui se passe dans le jeu vidéo et ça fonctionne plutôt pas mal en termes de mise en scène. Après, on a évidemment Nora qui essaye de justifier le fait que Joel il a tué tout le monde et qu'il a empêché, il a tué le papa d'Abby et que c'est normal qu'elle soit en colère et qu'en plus il a empêché la création d'un vaccin. Donc ça ramène à la question que je vous posais au tout début de l'épisode, est-ce que réellement en tuant Ellie et en créant un vaccin qui aurait peut-être été en quantité limitée en plus, donc il n'y aurait peut-être pas eu moyen d'immuniser vraiment tout le monde. Est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose au niveau de l'humanité au sens large? Même si on prend que l'humanité en Amérique du Nord, est-ce que ça aurait vraiment eu un impact significatif de créer ce vaccin? Je ne suis pas convaincu, même si on peut toujours comprendre évidemment que le meurtre du père de Abby n'était pas forcément nécessaire, même si ça se comprend aussi encore une fois dans la tête de Joel. En l'éliminant et en éliminant les gens qui sont au courant pour l'identité d'Ellie et pour le fait qu'elle est immunisée, ça va permettre de protéger Ellie, de ne pas faire en sorte qu'elle soit poursuivie toute sa vie pour qu'on fabrique ce soi-disant vaccin. Donc jusque-là, ça fonctionne à peu près, même si là où vraiment ça pêche, je trouve, c'est que Ellie, normalement là c'est vraiment un moment. D'ailleurs, on a la scène qui se joue en QTE dans le jeu vidéo, donc en mode on n'a pas envie, mais on n'a pas le choix de défoncer Nora. Et surtout, on voit cette espèce de rage, de folie meurtrière qui envahit Ellie au fur et à mesure de la conversation, et notamment du fait que Nora ne veut pas lui dire où est Abby, ce qui en plus, il me semble, à ce moment-là, déjà, elle est pas au courant de où est Abby puisque tout le monde la cherche normalement, il me semble. C'est un peu maladroit, c'est pas très bien expliqué le fait je sais pas où elle est. On a plus l'impression qu'elle lui dit je te le dirai pas, alors que justement le côté je te le dirai pas, bah finalement je peux pas te le dire parce que je le sais pas et je sais pas, mais voilà, du coup je vais crever. Donc l'évolution est un peu maladroite et surtout je trouve qu'à part le dernier coup, les 2 dernières secondes où on voit vraiment que Ellie s'énerve, j'avais vraiment la sensation que c'était en mode tu veux pas me le dire, ok, je te tape, je te torture, voilà, tu veux toujours pas me le dire, allez je te retape, machin. Donc on est plus, je trouve, sur une Ellie froide et calculatrice plutôt que sur quelqu'un qui est juste bouffé par la colère, par la douleur, par la tristesse, par mettez toutes les émotions que vous voulez. Elles sont là normalement à ce moment-là. Ellie, c'est un bouillon, pas un bouillon de culture, mais un bouillon d'émotions. Ça manque vraiment, et c'est aussi, je pense, lié au fait que ça fait 2 voire 3 épisodes où on parle presque pas de ça. Alors que normalement, Ellie, elle est un peu en boucle aussi là-dessus. Enfin, en tout cas, elle devrait être en boucle, à passer son temps à répéter, presque à prononcer le nom de Abby dans son sommeil comme un mantra. Comme un objectif de genre ma vie, elle est dédiée que à une chose, genre tuer Abby, me venger, machin et tout. Donc je trouve que ça manque vraiment d'intensité émotionnelle, de profondeur et même d'attachement. Parce que justement, par exemple dans le jeu vidéo, je le redis, quand on a cette histoire de QTE, on a pas forcément envie de la tuer. Nora, elle est pas méchante, elle a pas cherché la merde plus que ça. En plus, elle est déjà en train de crever à cause des sports et tout. Mais on le fait. Et surtout, on n'a pas le choix, mais on le fait et on comprend pourquoi on le fait. C'est que Ellie, elle en peut plus. Elle a besoin aussi de lâcher la pression. Et il se trouve que malheureusement, c'est Nora qui reçoit la pression. Donc, j'ai trouvé ce final assez maladroit, encore une fois, assez frustrant. Et donc, un épisode assez frustrant à nouveau. Décidément, ce mot est très récurrent dans cette nouvelle saison. Donc voilà, il faudra peut-être que j'en trouve un nouveau. Au pire, suggérez-moi des mots autres que frustrant ou que nul sur cette saison et surtout sur ces derniers épisodes. Je m'en ferai une joie de les utiliser pour la prochaine vidéo. Et on a enfin un petit final, une toute petite scène pareille qui annonce du coup des choses très intéressantes pour la suite. Enfin, il était temps. C'est qu'on a un début de flashback de Ellie avec Joel. Et ça, c'est plutôt cool. Le choix d'avoir mis là, je trouve que ça fonctionne vraiment pas mal. Je me souviens plus si c'est pareil au même endroit
que ça commence dans le jeu, il me semble que ça commence avant, mais il y en a peut-être un quand même à ce moment-là, donc je trouve ça plutôt très efficace, surtout que ça fait la transition entre le jour 2 et le jour 3. D'ailleurs, le jour 2, dans lequel il s'est encore une fois quasiment rien passé, on est déjà à la fin du jour 2 et les choses sont avancées très vite, il y a encore plein de choses qui sont censées arriver en une journée, donc le jour 3 risque d'être très très chargé, à moins que ce soit juste là les 2 prochains épisodes qui nous montrent le jour 3, donc à voir. Mais on a donc ce flashback avec Joël qui commence, donc j'ai très hâte de voir ça parce que pour le coup c'était des moments très intéressants, très émouvants. On a déjà eu plus ou moins un spoiler dans la bande-annonce, on sait qu'il va y avoir le flashback, en tout cas au moins celui-là de l'anniversaire d'Ellie, je crois que c'est ses 16 ans, quand ils vont au musée avec justement le côté avec la navette spatiale et tout, donc ça j'avoue que j'ai très hâte de le voir, j'imagine pour le coup que ce sera dans le prochain, c'est même plutôt évident, et en même temps on va probablement voir un petit peu de ce jour 3, est-ce qu'on va enfin voir un peu Abby ou pas, ou est-ce que vraiment ils nous la distillent juste un tout petit peu pour l'instant, et comme je disais au début de la review, ils vont garder ça vraiment principalement pour la suite, je sais pas trop, on verra bien. J'avoue que à choisir, je pense que je préférerais qu'on voit maintenant Abby et qu'on garde le jour 3 pour la saison 3 du coup, et que là on commence un peu à voir le point de vue de Abby. Et donc comme je disais, un épisode qui se finit sur une note quand même un petit peu positive, avec le retour de Joël alias Pedro Pascal. Je pense que là aussi c'était un bon choix, c'est que là ça fait 3 épisodes qu'on voit plus Pedro Pascal, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que maintenant que Pedro Pascal est parti, la série n'a plus beaucoup d'intérêt, ce qui est pas forcément faux. Et ben là, boum, il vous manquait, et ben ça y est, il vous manque plus, il est à nouveau là, on vous le montre pour vous teaser l'épisode suivant. Donc j'ai trouvé que là, pour le coup, en termes de rythme, de structure, ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc ils se sont bien rattrapés, on va dire, sur la fin, même si les 30 secondes juste avant, il y avait ce côté un peu dénaturé de la rage d'Ellie, de la motivation d'Ellie, de tout ce que vous voulez, encore une fois, par rapport à Ellie, dans la scène avec Nora. Donc voilà. Donc je pense avoir fait à peu près le tour. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire s'il y a des éléments que j'ai pas abordés et qui vous ont marqué vous, hein, puisque comme vous pouvez le voir sur le titre, c'est une review à chaud, donc là ça fait littéralement 20 minutes que j'ai vu l'épisode, enfin moins plus le temps d'enregistrer, mais voilà, j'enregistre ça juste après l'épisode, vraiment quand je suis juste dedans, pour justement garder ce côté vraiment à chaud, et le bilan, comme vous le savez, on l'a déjà fait sur d'autres séries, arrivera à la fin de la saison. Donc encore une fois, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour pas rater justement le fameux bilan, et un petit like si la vidéo vous a plu, un partage aussi, c'est toujours, j'oublie souvent, mais c'est quand même très important pour le référencement, donc merci d'avance, et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!